La lutte contre le travail des enfants se renforce. La première dame Dominique Ouattara, principale actrice de cette lutte, se déploie pour sa bonne marche. Toujours en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a débuté la révision de la liste électorale. Le 19 octobre 2024, son président, Ibrahim Coulibaly, a été l'invité des journalistes pour plus d'informations. Enfin, en football, le président de la Confédération africaine du football, Patrice Motsepe, s'engage à moderniser le mouvement pour une bonne démarche des activités. La Côte d'Ivoire intensifie ses efforts pour combattre le travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara a présidé une réunion de haut niveau à cet effet ce mardi 22 octobre. Elle était accompagnée de Madame Théali, sous-secrétaire adjointe des Affaires internationales du département du travail des enfants des États-Unis. Il ne faut pas baisser les bras car la menace persiste. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique, USDOL. La réunion de haut niveau tenue ce mardi à Abidjan en est d'ailleurs l'objet. Le département du travail des États-Unis et les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont une longue histoire de partenariat sur cette question. Je tiens à féliciter les deux gouvernements pour leurs efforts continus en faveur du progrès et du changement significatif visant à améliorer la vie des enfants, des familles et des travailleurs vulnérables dans leurs pays respectifs. Malgré les progrès obtenus, USDOL demande plus d'efforts à la Côte d'Ivoire dans son dernier rapport sur le travail des enfants. Les recommandations émises à cet effet concernent notamment les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Pour sa part, la première dame rassure que les actions de répression vont s'intensifier. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif, fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur de cacao, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, plus de 3000 enfants victimes de travail ont été secourus à travers le pays et plus de 1000 trafiquants interpellés. Toujours en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante a été l'invité du Press Club des journalistes ivoiriens ce mardi 22 octobre. Il a expliqué le processus de révision de la liste électorale qui a commencé depuis le 19 octobre 2024. Une initiative qui vise à garantir des élections transparentes et inclusives. Obligatoire d'avoir un extrait d'acte de naissance pour se faire enrôler. L'extrait d'acte de naissance ne fait pas partie des pièces pour se faire enrôler. Quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. C'est par cette déclaration ferme que le président de la CEI a tenu à dissiper la polémique grandissante autour de l'extrait d'acte de naissance dans le cadre de l'enrôlement. Face à la presse, lors de son intervention au Press Club de l'UNJCI, Ibrahim Coulibaly-Kubière a voulu clarifier une fois pour toutes en présence du directeur général de l'ONESI. Si le requérant a son extrait d'acte de naissance, tant mieux.
Ça facilite la tâche à la commission électorale indépendante. Mais si le requérant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, ce n'est pas une condition pour rejeter sa requête. La carte d'identité seule suffit. Et ce que la loi dit, c'est que le détenteur du récépissé de l'ONESI peut s'inscrire avec ce document sur la liste électorale. Le président de la CEI a ensuite abordé en détail le mode opératoire de la révision de la liste électorale, exhortant les journalistes à être de bons relais pour la CEI. Il est important pour nous vraiment, nous en tant qu'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, d'être le relais de cet appel-là. Ce face-à-face avec les journalistes a permis de lever plusieurs zones d'ombre sur l'opération de la révision de la liste électorale en cours. Le président de la CEI relève que sur 12 000 centres d'enrôlement, 5 000 ne sont pas encore fréquentés par les populations. Toujours sur le continent ouest-africain, le Cap-Vert va bénéficier d'un investissement de 37 millions d'euros en 2025 pour agrandir le port de Porto Novo. Ce projet représente le plus grand investissement public jamais réalisé sur l'île de Santo Antão. Il permettra de transformer le port en une infrastructure de niveau international. Le gouvernement capverdien a dévoilé un plan d'investissement de 37 millions d'euros pour agrandir le port de Porto Novo, situé sur l'île de Santo Antão. L'annonce importante a été faite par le ministre de la Mer du Cap-Vert le 19 octobre 2024. Les travaux d'agrandissement prévus à partir de 2025 permettront également au port d'abriter un complexe de pêche pour répondre aux besoins des opérateurs du secteur et s'inscrivent dans la vision du gouvernement capverdien de moderniser les infrastructures portières du pays. Cet investissement majeur vise à transformer le port de Porto Novo en une infrastructure d'envergure internationale, améliorant ainsi la connectivité maritime de la région et stimulant le développement économique local. L'investissement avec un financement garanti de la Banque européenne d'investissement permettra également au port d'accueillir un complexe de pêche pour répondre aux demandes des opérateurs du secteur dans toute l'île de Santo Antão. Ce complexe de pêche répondra aux préoccupations des pêcheurs quant à la nécessité de doter Santo Antão d'un quai de pêche pour soutenir l'activité de pêche sur toute l'île. Le ministre de la Mer a souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir de l'île de Santo Antão, tout en évoquant le problème de la conservation du poisson qui pose des difficultés aux pêcheurs de Tafaral de Monte Trigo. Cette année, la situation sera résolue avec l'installation d'une unité de production de glace dans la communauté des pêcheurs. Selon le gouvernement capverdien, l'industrie de la pêche représente actuellement plus de 80% des exportations de marchandises du Cap-Vert. Un atout majeur pour le développement économique du pays, l'autonomisation des communautés et l'éradication de l'extrême pauvreté, un objectif que le gouvernement capverdien s'est fixé d'ici 2026. Parlons chrétienté, un événement réunissant des influenceurs chrétiens se tiendra en Suisse romande le 16 novembre prochain pour explorer les stratégies d'influence chrétienne sur les réseaux sociaux. Les participants partageront des idées et des meilleures pratiques pour accroître leur impact sur la communauté. La 8e édition de WAN s'annonce prometteuse avec déjà 3 fois plus d'inscriptions que l'an dernier. Prévu pour le 16 novembre à l'espace Gruyère de Bulle, cet événement rassemblera des influenceurs évangéliques de tout horizon ainsi que des passionnés des médias sociaux. Plus de 2000 participants sont attendus pour réfléchir sur l'influence chrétienne dans un monde médiatique en constante évolution. Sébastien Demière, président du rassemblement, soulève la question cruciale de comment rester fidèle à ses convictions tout en agissant pour le changement. La journée se clôturera par un concert du groupe Glorious, offrant ainsi une belle occasion de célébration et d'inspiration. Les participants auront également l'opportunité de découvrir des initiatives locales et internationales. Les chrétiens du 21e siècle utilisent les réseaux sociaux comme moyen d'évangélisation, étant donné leur popularité. Pensez-vous que cette méthode est efficace? Nous avons recueilli quelques avis lors de ce micro-trottoir. Je dirais non et oui. Oui, parce que quand tu as affermi déjà en Christ et que tu connais la parole de Dieu, en étant sur les réseaux sociaux, tu peux discerner quelle est la bonne doctrine, quelle est la bonne parole de Dieu et te nourrir de cette parole-là. Mais lorsque tu es un nouveau converti, que tu n'as pas affermi dans la parole, c'est tellement qu'arrivé sur les réseaux sociaux, il y a tellement de vents de doctrines qui se disent là-bas, tu peux te perdre. Et au lieu de t'affermir, tu iras vraiment très mal.
les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen pour les évangélisations dans l'optique de toucher un maximum de personnes. Déjà avec les réseaux sociaux, on aura une large diffusion de la parole de Dieu. Ça va impacter aussi plus de personnes. Puisque sur les réseaux sociaux, il y a les athées, il y a des personnes qui ont connaissance de la parole, mais qui n'arrivent pas réellement à découvrir réellement le fond. Donc, à travers les évangélisations qu'il y a sur ces réseaux-là, on pourra toucher le plus de personnes et on pourra aussi impacter dans la vie aussi de plusieurs personnes qui ont envie de comprendre et qui ont envie aussi de connaître ce que c'est que la parole de Dieu. Des inondations à Abidjan, particulièrement dans la commune de Koumassi et Cocody, ont transformé les rues en véritables cours d'eau ce mercredi 23 octobre 2024. Comment les habitants vivent-ils cette situation? Nous avons recueilli leur impression dans ce micro-trottoir. Concernant les inondations dans la commune de Cocody, lorsqu'il pleut, c'est vraiment difficile de circuler. Le rassemblement des eaux nous crée assez de difficultés puisque on est soit obligé de s'abriter quelque part ou attendre que l'eau baisse pour pouvoir continuer. Donc je pense que c'est ce qui nous complique la vie au niveau de Cocody. Précisément, je prends mon cas. Mes parents vivent à Koumassi. Là-bas, l'inondation fait qu'on ne peut même pas sortir de la maison. Il n'y a pas de caniveau pour les ruissellements d'eau. Voir tout ça là. Donc c'est quelque chose qu'on devait essayer d'arranger tout ça là. Seulement les ruissellements d'eau. Pour qu'au moins il y ait un espace pour que l'eau puisse couler librement. Pour libérer les habitants. Terminons en sport, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé son intention de restructurer et moderniser l'organisation. Il souhaite multiplier les actions pour rétablir une gouvernance solide. Des pratiques d'audit rigoureuses seront également promues pour garantir la transparence. Lors de la 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue mardi à Addis Abeba, son président Patrice Motsepe a fait le point sur les défis financiers auxquels la CAF a dû faire face ces derniers mois. Il a également mis en avant ses ambitions de redonner à l'organisation sa grandeur en multipliant les actions pour établir une gouvernance solide. Nous avons dû agir immédiatement pour stopper l'hémorragie et résoudre une série de problèmes financiers majeurs. La situation financière de la CAF était extrêmement critique. En parallèle, il était indispensable de mettre en place une gouvernance solide, d'introduire des pratiques éthiques et de garantir la transparence avec des audits conformes aux standards internationaux. Nous avons fait des progrès significatifs avec plus de 50 millions de dollars dépensés rien que pour les compétitions au cours de l'année dernière. Ce montant grimpe à près de 100 millions si l'on inclut les 50 millions de dollars payés à l'Agadir Sport pour régler un ancien différend hérité d'un contrat passé il y a de nombreuses années. Patrice Motsepe a également souligné les avancées significatives du football africain et a exprimé son espoir de voir un jour une nation africaine décrocher le trophée le plus prestigieux du football mondial, la Coupe du Monde. Et voilà qui conclut notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester informés sur Miracle TV+. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.